Ok. Donc, en gros, j'ai retenu, vous pouvez passer à la diapo, trois études. Il y avait que des études en poster ACT ASH et trois qui ont été retenues. Une un peu de physiopathologie qui nous vient du Japon, une sur la corrélation avec les hémopathies malignes, qui est une étude française, et enfin, on parlera d'un peu de thérapeutique avec l'otramétinib au Royaume-Uni. Donc, première étude sur la physiopathologie. Je vais passer les diapos. Donc, la physiopathologie des histiocytoses langue ancienne, elle est pas parfaitement connue. Euh, il y a plusieurs hypothèses, notamment pour les lésions qui sont derniques et neurodégénératives, qui pourraient provenir en fait de cellules qui sont issues du sac vitellin ou des restes de foie fœtal. Et l'autre hypothèse supporte plutôt une origine hématologique d'un clone avec mutation BRAF V600E. Ça avait été bien publié en 2018 que les atteintes neurodégénératives sont beaucoup plus fréquentes lorsqu'on a un clone muté BRAF V600E. Donc, ce qu'ils ont fait au Japon, passer la diapo, c'est qu'ils ont repris 8 patients avec une histiocytose langue ancienne atteinte avec mutation BRAF V600E, qui avait donc des atteintes neurodégénératives et ou dermatologiques, qui étaient en rémission prolongée. Et sur le reste des lésions. Et donc, ils ont prélevé des échantillons sains périphériques de sang, des fanères, et réalisé des PCR digitales à la recherche de BRAF V600E. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur 6 de ces 8 patients, on détecte la mutation V600E en tissu sain. Notamment pour les patients, vous voyez, avec les analyses en dermatologique, lorsqu'on prend la valve de BRAF, bon, elle est aux alentours de 20% dans les lésions d'histiocytose. Sur les névis, elle est quand même assez importante. Et vous voyez, dans la peau, elle diminue, mais elle est bien présente. Et donc, la conclusion de cette étude, c'est que, en fait, eux, vous pouvez passer à la diapo, ils soulèvent potentiellement un mécanisme de mosaïcisme avec une mutation qui surviendrait beaucoup plus tôt et qui serait dans différentes populations cellulaires, à la fois hématologiques, mais aussi de microglies et mélanocytaires, et qui pourrait expliquer donc l'apparition de ces lésions dermatologiques et neurodégénératives. Étude assez intéressante. Deuxième étude, donc étude française, vous pouvez passer la diapo, euh, menée par Ambroise Le Pogam, qui était donc rapporté en poster, en fait, qui fait suite à l'étude un peu de Mathias Papeau, qui a été publiée dans Blood en 2017, qui avait bien montré le lien entre histiocytose et hémopathie. Donc, dans cette étude, initialement, ils avaient repris 170 patients et regardé la fréquence de maladies hématologiques associées de néoplasie myéloïde, où il y avait 10% des patients qui avaient une néoplasie myéloïde concomitante, essentiellement des LMMC, mais aussi un peu de SMP avec avec un vaquette et des thrombocytémies essentielles, et de SMD. Et c'était des patients qui avaient, dans les 2 tiers des cas, une mutation BRAF-V600E, quasiment 40% de mutation JAK2, et un tiers avait un phénotype clinique d'histiocytose mixte. Et donc, le mécanisme, pour rester juste sur la diapo d'avant, le mécanisme suggéré, c'est qu'en fait, eh ben, dans l'hématopoïèse, on a l'acquisition d'une première mutation d'hématopoïèse clonale, et puis ensuite on a l'acquisition de la mutation BRAF-V600E, et la deuxième, et ensuite l'acquisition d'une mutation driver de la maladie hématologique comme JAK2, ce qui amène à cette double, euh, cette maladie hématologique concomitante, pardon, de la maladie histiocytaire. Donc dans cette étude, on peut passer la diapo, rétrospective observationnelle issue des registres français de Saint-Antoine et de la Pitié. Ils ont inclus 421 patients qui avaient un Erdheim-Chester ou une histiocytose mixte et regardé les patients qui avaient développé une hémopathie. Et donc, on avait 16% qui avaient une hémopathie myéloïde concomitante. La moitié, c'était des LMMC et l'autre moitié était répartie entre des CMD et des SMP. Et dans les résultats de cette étude, on remarque que, vous pouvez passer la diapo, c'est des patients qui ont, dans 30% des cas, une mutation TET2 associée. Et puis, pour le reste, on avait des mutations de voie de signalisation comme CARAS, des mutations ASXL1, CRSF2, CBL. Et cliniquement, c'était des patients qui, en comparaison avec ceux qui n'avaient pas l'association avec l'hémopathie, étaient plus âgés, plus fréquemment des hommes et avaient plus souvent une atteinte cardiaque,
pulmonaire, périrénale, et vous voyez, sous lymphatique, digestive, plus de 30% versus 10%. Donc, un phénotype clinique un peu différent. On peut passer à la diapo. En termes de thérapeutique, ils ont regardé l'impact des TKI en fait chez ces patients qui ont cette maladie hématologique associée. Donc, comme les autres, eh bien, ça fait mieux que l'interféron alpha. Il n'y a pas plus de risque de transformation sous inhibiteur. Par contre, ça ne traite pas le clone hématologique. La VAF bouge pas sous inhibiteur. Euh, Bien sûr, en termes de survie, la survie des patients qui ont l'association avec l'hémopathie est un peu moins bonne que ceux qui l'ont pas, mais c'est probablement dû à l'hémopathie en elle-même. Euh, et s'explique comme cela. Donc, ce qu'on retient de cette étude, c'est que l'association entre hémopathie maligne et patients avec donc Eden-Chester ou histiocytose mixte existe bel et bien, qu'il faut la rechercher, a fortiori avec le phénotype clinique dont je vous ai parlé, et qu'on peut utiliser relativement sûrement les TKI dans cette population. Il n'y a pas d'alerte sur le risque de transformation en hémopathie maligne qui pourrait devenir. Dernière étude sur le tramétinib. On peut passer à la diapo. Donc, la compréhension des voies de signalisation, bien sûr, a abouti au développement des thérapies ciblées, et notamment on sait que dans l'histiocytose, c'est la voie RAF et MAP kinase qui est impliquée. Et donc, il y a plusieurs médicaments qui ont émergé, pas que dans l'histiocytose, mais en partie également, les anti-BRAF, le dabrafénib, l'imurafénib, sorafénib, les anti-MEC, cobimetinib, trametinib. Ces médicaments, ils s'administrent par voie orale, ils marchent bien. Par contre, en fait, ils traitent pas directement le clone histiocytaire. Ils agissent plutôt sur l'inflammation. Donc, c'est des traitements un peu suspensifs. Quand on arrête le traitement, les patients rechutent. Et surtout, comme tous les TKI, ils ont beaucoup d'effets off-target. Donc, aux États-Unis, la FDA approuve facilement. Vous voyez, le cobimetinib en 2019. En France, on n'a pas d'AMM pour ces thérapies ciblées. On a notamment par exemple pour le trabetinib qui, dans tous les médicaments que j'ai cités, est peut-être un de ceux où on a le moins d'expérience. Donc, il y a une étude anglaise rétrospective qui a été rapportée en poster, où ils ont repris des patients avec histiocytose langueur ancienne ou non, qui avaient eu du trametinib, en monothérapie ou en combinaison avec le dabrafénib. Ils ont inclus 38 patients, 2 tiers étaient des hommes avec un âge médian diagnostic de 50 ans. La moitié d'entre eux avaient un Erdheim et 40% avaient une mutation BRAF600E. En termes de résultats, donc ces patients étaient traités essentiellement en monothérapie dans 2 tiers des cas et en seconde ligne dans les 3 quarts de la population, avec 2 lignes antérieures en médiane. Les résultats sont très bons, avec 78% de réponses cliniques. On avait eu que 8 patients non répondeurs sur les 38, qui étaient pour la moitié d'entre eux avec ceux qui avaient des atteintes neurodégénératives. Bon, même s'il n'y a pas de sous-groupe favorable ou défavorable qui ont été clairement identifiés, il y a cette petite alerte-là. Et par contre, en termes de tolérance, on a quand même 21% des patients qui ont dû arrêter le traitement en médiane au bout de 11 mois, 5 pour toxicité diverses. Il y avait du cardiaque, de l'hypertension, d'interstitiel pulmonaire. Donc, bon, une petite alerte sur la tolérance. Et ce qu'on en retient en conclusion, dernière diapo, c'est que le trametinib semble être un inhibiteur tyrosine kinase quand même assez efficace dans cette cohorte hétérogène, avec un profil de toxicité qui, je pense, sera gérable, du fort aussi de l'expérience oncologique et de son utilisation en oncodermato, dans le mélanome. Et donc, ça pourrait suggérer de la réalisation d'essais cliniques prospectifs en 2020. Voilà. Merci Je vous remercie. beaucoup. Je passe la parole à Julien Haroche, qui était effectivement présent à l'âge. J'étais présent à l'âge. Donc, Jules, bravo. Deux, trois commentaires. Donc, ouais, effectivement, pour les thérapies ciblées, le vemurafenib a eu l'AMM aux États-Unis en 2017. Le Cotellic, c'était plutôt 2022, toujours aux États-Unis. Et en France, on n'a que c'est hors AMM, et il y a une Orphan Drug Designation, mais c'est uniquement prescrit par les oncologues, avec des profils de tolérance qui sont comme ce que tu as montré sur le troisième abstract. C'est safe, mais avec beaucoup de diarrhée et d'acné, de choses comme ça sur les anti-MEC, donc qu'on peut également donner à des patients qui ont une mutation BRAF.
Effectivement, association hémopathie maligne dans les ERDAIM et les formes mixtes, avec un bon traitement par les inhibiteurs de tyrosine kinase et cette fréquence qui est de l'ordre de 15%, avec surtout les LMMC, et toutes les mutations de l'hématopoïèse clonale. Personnellement, j'ai été un peu surpris par la fréquence des atteintes digestives rapportées dans l'étude française. Voilà. Et personnellement, ce qui m'a le plus intéressé, c'était le premier abstract sur l'étude japonaise avec cette dizaine de patients sur le micromosaïcisme et le fait qu'on puisse trouver BRAF dans des biopsies cutanées en peau saine et dans d'autres lésions qui n'ont rien à voir avec l'histiocytose chez ces patients. Et ce qui fait qu'on est en train de faire un peu la même chose en France avec, je sais plus, une quarantaine, une cinquantaine de patients. Si tu veux dire un mot, Jean-François, sur non, d'accord, non, voilà, c'est en cours. Et c'est effectivement très intéressant, l'idée de pouvoir mettre en évidence en peau saine une mutation qui pourrait peut-être éviter si on a une mutation BRAF qui est trouvée, un phénotype qui correspond à un ERDAIM, c'est moins emmerdant que d'aller faire une biopsie de graisse périrénale. Voilà, c'est encore une étude. Voilà, je pense que Abdelatif a 2 commentaires. Non, merci. Moi, j'étais pas là. Je voulais féliciter Jules pour son travail. Bon, les Nevi, c'est normal qu'ils soient mutés. 3/4 des Nevi sont mutés BRAF. Mais ça pose la question, effectivement, de l'origine de cette maladie et pourquoi, alors qu'on en a un peu dans les tissus sains, et à certains moments, ça prend le dessus pour aller vers une maladie qui peut être soit venir du sac vitellin, soit venir de l'hématopoïèse, de la moelle. Pour le tramétinib, bon, rien de nouveau sous le soleil, parce que finalement, tu as fait des choses dans le même sens. La seule chose que je voulais attirer l'attention, c'est que dans certains cas de mutation MAP2K1, le tramétinib ne marche pas, donc il faut quand même faire attention dans certaines petites délétions. On n'a pas de réponse parce que c'est un médicament qui n'est pas efficace. Je pense que le cobimetinib est plus efficace, et sinon aux États-Unis, ils ont des anti-ERK qu'ils utilisent. Et le troisième message, concernant les maladies hématologiques méloprolifératives associées, il faut faire très attention à l'utilisation des anti-BRAF isolés, parce que parfois il y a des mutations NRAS dans ces CMML, et là on a une flambée de la CMML ou du syndrome méloprolifératif, donc on a plutôt tendance à utiliser les anti-MEC. Alors quand ils sont combinés, ça va, mais quand on fait une ménothérapie, on utilise plutôt les anti-MEC, et c'est une particularité de l'histiocytose Ardell-Chester et histiocytose mixte. Dans l'histiocytose langerhansienne, c'est beaucoup moins fréquent.